Alors, merci beaucoup pour l'invitation et encore toutes mes excuses pour le retard et le changement dans le programme que mon retard a occasionné. Face au titre qu'on m'avait un peu imposé sur système de récompense et émotion, j'ai décidé de vous présenter les derniers travaux qu'on a fait. Donc, il y a toute une partie qui n'est pas encore publiée, mais qui intègre de façon assez intéressante la fonction du noyau subthalamique et dans les processus de récompense et dans les processus émotionnels, puisqu'on s'intéresse depuis assez récemment à l'influence des facteurs sociaux proximaux sur les consommations de drogue. Donc ça veut dire l'influence de la présence d'un congénère et comment ça va moduler les consommations. Et donc on pense que le noyau subthalamique est à la bonne position, puisqu'il est à la fois, il traite des informations liées à la récompense, qui est important pour la prise de drogue, mais aussi capable d'intégrer des informations émotionnelles qui doivent forcément être modulées par la présence des pairs. Donc, pour commencer, je voulais vous repositionner, donc c'est l'objet de mon obsession dans le circuit classique de la récompense, donc le noyau subthalamique, comme vous le voyez. Alors, il y a un pointeur ici, voilà. Donc le circuit classique de la récompense, j'imagine que vous connaissez ça très bien. Et en fait, il se trouve que de façon classique, le noyau subthalamique n'y a jamais été associé. C'était une structure qui était comme une structure de la motricité, ganglion de la base. Quand il y a une hémorragie à son niveau, il y a le syndrome qu'on appelle balisme ou hémibalisme, donc c'est tellement moteur que personne n'avait jamais vraiment regardé en quoi il pouvait s'intégrer dans les circuits de la récompense. Et en fait, il reçoit des afférences directes du cortex préfrontal, il reçoit une innervation dopaminergique de l'artère mentale ventrale et de la substance noire compacte aussi. Et puis, il y a une projection plus récente qui a été rapportée dans une étude de DTI chez l'homme et qui lui confère un lien particulier avec le noyau basolatéral de l'amygdale. Et qui travaillait quand même sur les aspects émotionnels, n'est pas sans connaître le rôle important du BLA dans la gestion des mémoires affectives et des émotions. Donc voilà, ça c'est pour situer l'aspect anatomique et qui positionne finalement le noyau subthalamique comme l'accumbens, comme une structure d'entrée finalement dans le circuit de la récompense au même titre que l'accumbens et en interface, puisque si on regarde un peu toutes les connectivités, on retrouve environ lui-même. Donc après, son implication fonctionnelle, bon ça c'est des travaux que j'ai publiés, j'ai commencé avec mon postdoc et puis ensuite la poursuite de l'implication du noyau subthalamique dans les processus motivationnels et notamment sur ce qu'on appelle l'incentive motivation, et avec une augmentation. Les résultats vraiment intéressants qui nous ont amené à poursuivre tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de montrer qu'en inactivant ce petit noyau dans le cerveau, on peut réduire la motivation pour la cocaïne. Et c'était ce que Fabien appelait le travailler plus pour gagner plus. Nous, dans le Progressive Ratio, on fait travailler plus pour gagner la même chose. Et en fait, c'est un test qui permet vraiment de mesurer le prix que l'animal est prêt à payer comme effort pour obtenir une récompense donnée. Et en utilisant ce test-là, on avait pu montrer que inactiver le noyau subthalamique réduit la motivation à fournir un effort pour obtenir de la cocaïne, alors qu'au contraire, cette lésion augmente la motivation à fournir un effort quand la récompense est une récompense alimentaire sucrée. Donc, ce qui est génial, c'est qu'obtenir une telle opposition sur les processus motivationnels, ça n'avait jamais été observé avec aucune manipulation dans le cerveau. Donc ça positionne le subthalamique comme une structure d'intérêt particulière. Et en plus, si on se place dans la perspective de thérapeutique chirurgicale pour soigner les addictions, évidemment, ça devient intéressant puisque c'est le seul endroit dans le cerveau où on va pouvoir diminuer la motivation à prendre la drogue sans affecter la motivation pour tout le reste. Ce qui est quand même le gros problème des gens qui veulent cibler le noyau accumbens. Donc voilà, mais c'est notamment donc, que chez l'homme, une hémorragie au niveau du subthalamique va un peu induire une hypersexualité ou une hyperphagie. Par rapport à son rôle dans les émotions,
en fait, il y a quelques travaux chez l'homme, et notamment chez les patients parkinsoniens qui sont stimulés à haute fréquence dans le noyau subthalamique, qu'il y a une perte de ressenti émotionnel et aussi une diminution des capacités à identifier des émotions quand elles sont sur des photos de visages de personnes qui expriment la joie, la tristesse, etc. Donc on connaît ces déficits-là. Et puis on sait également qu'il y a des changements d'humeur chez les patients parkinsoniens stimulés dans cette région, avec des états plutôt dépressifs, apathiques, dans beaucoup de cas, et puis il y a eu un cas d'une crise de fou rire absolument incroyable. Si vous avez l'occasion de voir la vidéo, c'était fait à Grenoble avec Paul Crac, le neurologue, et donc ce patient, chaque fois qu'on activait la stimulation, il explosait de rire, mais c'était hyper communicatif, et ils arrêtaient la stim, et ils s'arrêtaient, ils se calmaient, et ils pouvaient redémarrer. Ils ont fait ça comme un jouet pendant plusieurs fois d'affilée. Voilà, bon, on a aussi montré, donc je vous ai parlé de la connexion possible entre le subthalamique et le BLA de l'amygdale, et en fait, voilà les effets cellulaires qu'on a pu observer. On voit que quand on stimule à haute fréquence le noyau subthalamique, alors là c'est chez le rat, vous voyez le frontal du rat avec la taille relative du noyau subthalamique chez ce type bestiole, et les électrodes qu'on est obligé de fabriquer puisqu'on ne peut pas utiliser celles qui sont utilisées chez l'homme. Et on voit donc quand on a fait une manip d'hybridation in situ et qu'on a regardé l'expression de l'activité CIFOS, donc il y a un marqueur d'activité cellulaire assez général, on voit que de stimuler à haute fréquence le noyau subthalamique a un effet d'augmentation d'activité dans le pallidum, donc ça c'est la connexion classique des ganglions de la base. Et puis on a aussi une activation du BLA. Donc on ne savait pas du tout où expliquer la première fois qu'on a vu ces effets. Et puis maintenant qu'il commence à y avoir la discussion de cette éventuelle projection directe, d'un seul coup ça fait sens que de manipuler cette structure va affecter le fonctionnement de l'amygdale. Donc voilà pour cette partie-là. Alors maintenant je vais vous montrer des résultats de comment on a fait l'investigation de l'implication fonctionnelle du noyau subthalamique sur les émotions et les réponses affectives chez le rongeur. Et donc ça passe par, au départ, la première étude, elle porte sur la mesure des réactions affectives des rats, et donc c'est les exemples classiques de taste reactivity. Donc si vous allez voir la vidéo classique, c'est Ken Berridge qui a été le précurseur de ces études-là chez le rongeur. Et vous voyez la vidéo classique qu'on montre d'habitude, si elle marche. Oui. Donc si vous mettez du sucrose sur la bouche d'un bébé, vous voyez qu'il aime bien, il trouve ça plutôt agréable, donc il va avoir des réactions de léchage. Le rat fait pareil. Vous voyez, on voit la langue qui sort, les protrusions de la langue. Donc ça, c'est ce qui va être utilisé comme une mesure de réponse affective positive à quelque chose. Comme on est vache, évidemment, on leur met de la quinine. Donc vous voyez qu'un bébé à qui on met de la quinine dans la bouche, il a ses... Lui, il est moche, mais en plus, il fait des grimaces comme pour expulser cette quinine dégoûtante, l'amertume qu'il y a dans sa bouche. Et regardez, le rat fait exactement pareil. Donc ils ont ces espèces de mouvements comme s'ils voulaient rejeter de leur bouche ce liquide qui ne les aime pas du tout. Donc on appelle ça les hips en anglais. Donc on utilise ces réponses comportementales pour étudier la réactivité affective induite par différentes concentrations de sucrose sur cette diapo. Donc chez des animaux contrôle en blanc, vous voyez, plus on augmente la concentration de sucrose, plus ils aiment, c'est plutôt logique. 32% de sucrose, les rats adorent ça, donc ils font toutes les petites mimiques qui vont bien. Et vous voyez en orange que quand on fait une lésion du noyau subthalamique, on réduit totalement ces réponses affectives. Ils deviennent vraiment beaucoup moins sensibles au plaisir de la saveur sucrée de la solution 32%. Si on fait la même chose avec l'alcool, alors l'alcool, justement, la première fois donc ça c'est la première exposition à l'alcool, les rats comme les humains, à la première exposition, trouvent ça dégoûtant. Et puis évidemment, après ils se mettent à aimer pour certains et d'autres jamais.
Et donc, les réponses aversives qu'on observe chez des rats normaux en blanc sont très marquées à la première exposition à l'alcool. Alors, vous voyez que les réponses hédoniques de plaisir sont assez peu nombreuses. Et chez nos rats lésés, vous voyez en noir que finalement, ils n'ont même pas non plus de réponses aversives à l'alcool. Ça les laisse un peu indifférents. Donc, il y a à peu près autant de réponses aversives que hédoniques à la première exposition à l'alcool. Par contre, si on leur a fait escalader leur consommation d'alcool, vous voyez que chez les contrôles, les réponses aversives ont totalement disparu. Maintenant, ils se sont mis à aimer vraiment bien l'alcool et qu'on voit au contraire apparaître des réponses hédoniques à l'alcool chez les contrôles et qui sont réduites encore une fois chez les animaux lésés. Ah, j'ai oublié ça. Oui, donc on leur a fait aussi un test de choix dans lequel on leur donne le choix entre une bouteille de saccharine ou une bouteille d'éthanol. Les rats contrôles vont préférer la saccharine puisqu'elle a une saveur sucrée agréable à l'éthanol, alors que les rats lésés, eux, font jamais comme les contrôles de toute façon. Donc ils ne choisissent pas la saccharine puisqu'ils ont du mal à en ressentir la saveur sucrée. Et la saccharine, sa propriété, c'est qu'elle est sucrée, mais qu'en plus elle n'a aucun apport calorique, donc elle n'a aucun intérêt. Et ça, c'est une remarque qui est très importante et qui explique probablement pourquoi nos animaux lésés choisissent l'alcool, parce que par contre, avec l'alcool, ils ont un apport calorique. Et ils arrivent à le comprendre, et dès qu'ils comprennent, on voit qu'ils shiftent pour les solutions caloriques. Donc, encore une fois, vous voyez la disparition totale des réponses hédoniques et à l'alcool et à la saccharine. Et là, justement, c'était un peu ce que j'évoquais. Si on donne le choix à des rats entre une solution de saccharine et une solution de glucose, c'était important de faire ce contrôle-là parce qu'en fait, la saccharine, comme je vous disais, elle a la saveur sucrée, mais aucun apport calorique. Le glucose, inversement, n'a aucune saveur sucrée, mais lui, il a un apport calorique. Et donc, en fait, au départ, les rats choisissent la saccharine. Et puis, dans la condition, et on avait du mal à faire une différence par contre entre les ops, qui fait n'importe quoi avec le pointeur. Voilà, milieu. C'est mieux. Et donc, au début, en fait, on s'est dit, mais ils ne peuvent pas comprendre l'intérêt du glucose. Pour qu'ils comprennent l'apport calorique, il faut qu'ils soient privés en nourriture et qu'on leur donne un seul biberon pour qu'ils comprennent, quand j'ai un seul biberon, que c'est le biberon de glucose, je vais quand même avoir un apport calorique. Et donc ça, c'est les flèches blanches qui matérialisent les soirs où on les avait privés et où on leur a donné un seul biberon. Donc un seul biberon soit de saccharine, où là ils comprennent qu'il n'y a aucun apport calorique, ou un seul biberon, il n'y a que du glucose. Et une fois qu'il y a exposition à ces conditions-là, vous voyez que très rapidement les animaux lésés shiftent vers le glucose plutôt que la saccharine, alors que les animaux contrôle restent un peu plus longtemps sur le choix de la saccharine. Donc encore une fois, on a des rats qui, avec cette lésion, perdent la notion hédonique de plaisir et de ressenti affectif lié à la saccharine, mais vont plutôt opter pour la solution calorique. Donc, en première conclusion de cette partie, on voit qu'on a un émoussement affectif, que ce soit pour le sucrose ou pour l'éthanol, avec des lésions du noyau subthalamique, et qu'on a des effets opposés au contrôle quant au choix pour l'alcool par rapport à la saccharine ou le glucose par rapport à la saccharine. Donc, ils ne choisissent pas la substance hédonique-like, mais plutôt le choix de l'option calorique. Alors, comme je vous l'ai vendu dans mon introduction, la mise en évidence comme ça du subthalamique dans les processus émotionnels et affectifs nous a conduit à penser que dans l'étude de l'influence des facteurs sociaux proximaux, il pourrait avoir un rôle à jouer puisqu'il est important dans ces motivations et émotions et qu'on suppose que c'est quand même des structures qui sont impliquées dans ces processus-là qui risquent de jouer un rôle dans les effets d'influence de facteurs sociaux proximaux qui ont déjà été montrés sur des performances cognitives, par exemple. Alors, on sait que l'interaction sociale comme le jeu social sont considérées comme des récompenses positives. La jugée là.
Et quand on s'intéresse à l'influence des facteurs sociaux sur les consommations de drogue, souvent on s'intéresse aux facteurs sociaux distaux, c'est-à-dire des conditions d'isolement, de séparation de la mère très jeune, etc., et sur la future vulnérabilité à la consommation de substances et au comportement de prise de risque en général. Et en fait, donc nous, on voulait vraiment regarder ce qui se passait quand on est directement en présence de quelqu'un au moment de la consommation. Et c'est un peu Big Brother is watching you, l'influence que ça va avoir sur les consommations de drogue. Alors, il y a déjà des résultats qui ont été publiés dans la littérature. Il y a un groupe seulement aux États-Unis qui a regardé et qui a montré que s'il y a un rat qui observe un autre en train de prendre de la cocaïne, ça fait diminuer la consommation. Et puis, ils ont montré aussi qu'au contraire, si les deux rats sont en co-administration simultanée, alors ils vont s'entraîner et consommer plus. Tout ça, ça a l'air un peu intuitif. On se dit, bah oui, ça a du sens. Mais bon, ces expériences-là n'allaient pas plus loin. Donc nous, on s'est dit, on voudrait apporter une dimension supplémentaire. C'est est-ce que l'identité de la personne qui est à proximité peut influencer la consommation? Si c'est un familier ou si c'est quelqu'un d'étranger. Et si c'est un familier, chez les rats notamment, il y a des rapports de dominance. Donc est-ce que ça peut moduler? Si c'est le dominé qui est observé par son dominant, c'est pas tout à fait pareil que si c'est le dominant qui prend et qui est observé par son dominé. Et puis, quel est le substrat neurobiologique de ça? Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'études qui se sont vraiment intéressées à ces questions-là. Et évidemment, on s'est focalisé sur le noyau thalamique. Donc, première chose, on a changé le design de nos boîtes expérimentales pour pouvoir permettre à un animal de s'auto-administrer la cocaïne dans un compartiment. Il y avait un grillage qui les séparait et puis on mettait le rat observateur dans l'autre compartiment. Alors je précise bien ça parce que avoir un grillage entre les deux, ça veut dire qu'ils peuvent communiquer totalement. Et les rats, quand ça communique, ça se sniffe à travers le grillage, ça se touche. Et puis aussi, ça vocalise. Mais on ne les entend pas parce que c'est des vocalisations ultrasoniques. Et vous verrez qu'on s'y est intéressé par la dernière partie de la présentation. Alors, en tout cas, si on regarde simplement le nombre d'injections de cocaïne prises en 1 heure par le rat, on voit que quand il est seul, il consomme plus que dès qu'on place un autre rat. Alors c'est écrit non-naive observer parce qu'en fait c'est un rat qui va lui à son tour consommer. S'il observe l'après-midi, il est consommateur le matin, etc. On inverse. Donc en fait c'est des animaux qui connaissent la procédure et qui sont des usagers de cocaïne aussi, mais qui ne consomment pas au moment où ils sont observateurs. Donc vous voyez qu'on a une diminution. Alors ce qui est intéressant, je ne vous ai pas dit, c'est qu'en parallèle de cette étude chez le rat, on a mené une enquête chez une population d'usagers de cocaïne et crack ou cocaïne et ritaline, puisqu'à Marseille, ils prennent plutôt de la ritaline que du crack, et à Paris, c'est plutôt du crack. Il y a des différences culturelles comme ça, je ne sais pas expliquer, mais qu'on m'a dit. Et donc, on a interrogé en fait ces usagers de drogue pour leur demander de rapporter lors de leurs derniers épisodes de consommation combien ils ont consommé et en présence de qui ils étaient. Donc, il y avait tout un questionnaire qui a été géré par les socio-épidémiologistes Patricia Carrieri au Labo Estime à Marseille. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si on représente sur ce graphe le risque de consommer quand on est seul par rapport à en présence d'un père, vous voyez que chez l'homme comme chez le rat, il y a une diminution du risque de consommation à être en présence de quelqu'un. Donc en fait, ils rapportent plus de consommation quand ils sont seuls. Et pourtant, c'est des stimulants qui sont généralement pris plutôt dans les ambiances festives, de soirée, etc. Alors ça, c'était le premier niveau d'investigation, en présence tout simplement d'un père, mais on ne s'intéresse pas à son identité. Donc maintenant, à l'étape suivante, quelle est l'influence de la familiarité avec le père sur la consommation? Et donc ça, c'est chez le rat. Vous voyez que si c'est un observateur qui est le partenaire de la cage, puisqu'ils sont par deux à l'animalerie dans leur cage, si c'est son partenaire de cage, il consomme plus que si on lui met un observateur qu'il ne connaît pas, un étranger.
Alors c'est intéressant parce que si je vous montre maintenant que chez l'homme on a exactement la même chose, on a effectivement une augmentation du risque à consommer quand on est en présence d'un congénère familier plutôt qu'un non familier. Alors si on avait eu que le résultat chez l'homme, vous m'auriez donné comme interprétation les questions de morale, le jugement, la peur du jugement d'un père qu'on ne connaît pas, etc. Bon, là, le rat fait exactement la même chose, donc il va peut-être falloir trouver une autre explication ou alors se lancer dans l'étude de la morale chez le rat. Ça, c'est un autre sujet dans lequel je ne me risquerai pas. Donc, en tout cas, pour l'instant, tout ce que ça nous dit, c'est que la manière de réduire au maximum le risque de consommation, c'est de mettre les gens en présence de congénères et, si possible, d'étrangers. Intéressant. Et maintenant, on a observé chez le rat, et ça c'est une observation qu'on n'a pas pu avoir en quantification dans l'étude chez l'homme, parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucun épisode de consommation rapporté en présence d'individus étrangers qui ne soient pas consommateurs de cocaïne du tout. Mais chez le rat, on peut faire la manip, de les mettre en présence d'un observateur étranger, un rat qui n'a jamais consommé de cocaïne de sa vie, qui ne connaît pas le dispositif, pas ce qui se passe. Et ça fait diminuer, vous voyez ici en rouge, ça fait diminuer encore plus la consommation du rat qui est observée. Donc, tout ça, c'est intéressant. On arrive donc dans un contexte idéal pour réduire, si on réfléchit en termes de stratégie de réduction des risques de consommation, d'être en présence d'étrangers, si possible non utilisateurs. Et donc, du coup, on est en France, en plus, il y a eu un débat sur les salles de shoot. Finalement, on est en plein dedans. Alors, je peux vous dire que mettre ça en conclusion d'un article, pour l'instant, et je l'ai remis que sous Submitted, parce qu'on a beaucoup de mal à faire passer le truc. Surtout que c'était souvent soumis à des journaux américains qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes lignes que nous. Mais en tout cas, ça semble plutôt être favorable au développement de salles de consommation, en imaginant que les gens qui ont les blouses blanches qui sont dans ces salles vont jouer le rôle de l'observateur étranger non consommateur, et du coup ça peut avoir un effet sur la réduction des consommations qui peut être assez intéressant. Alors, ça c'était évidemment chez les rats contrôle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez des rats qui ont une lésion du noyau subthalamique? Vous voyez que la présence d'un congénère fait diminuer encore plus la consommation chez les animaux lésés. Et en fait, on voit que, par contre, on perd complètement la dissociation entre les rats familiers et les rats étrangers, ce qui est probablement lié à ce que je vous ai montré dans la première partie, et leur incapacité à ressentir les émotions, peut-être les émotions nécessaires à l'identification de la familiarité et perturbées par la lésion du noyau subthalamique. En tout cas, on voit que cette lésion abolit complètement la différence entre ces deux subtilités. Et vous voyez, j'ai évoqué tout à l'heure l'influence du dominant sur le dominé. Finalement, le dominant est plus sensible, il diminue lui sa consommation de cocaïne quand il est en présence de son subordonné, on dit dominé en français, et alors que l'autre pas du tout. Et alors, comme notre interprétation elle est que par d'autres expériences que je vous montrerai pas ici, on a pu montrer que la présence du congénère est vécue comme une récompense en elle-même. Mais seulement chez les animaux dominants et pas chez les dominés. Les dominés, ils ne sont pas très contents de se retrouver en présence de celui qui va leur foutre une raclée. Donc forcément, ils ne le vivent pas comme une récompense. Donc ça a du sens. Et finalement, on voit que cette différence, cette diminution qui est observée chez les animaux contrôle, enfin la petite diminution qu'il y a, elle est liée vraiment qu'à l'effet qu'on observe chez les dominants. Et du coup, comme les dominés n'ont pas de diminution, eux, c'est ce qui fait qu'il y a une nette différence entre les étrangers et les familiers sur le graphe qu'on a vu précédemment. Et encore une fois, vous voyez que chez les lésés, il n'y a pas de différence du tout entre dominants et dominés. Donc, encore un truc qui est complètement annulé par cette lésion et qui est très fort en émotion, en fait.
les rapports de dominance. Voilà, alors je speed pour terminer, parce que je voulais juste vous dire, donc on zappe sur les conclusions, je pense que j'ai fait passer le message, et je voulais simplement vous parler des vocalisations ultrasoniques, parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'ils utilisent pour communiquer qui fait qu'il y a une modulation en fonction de la présence d'un congénère ou pas. Et donc, les rats émettent dans les ultrasons, et il y a deux grandes fréquences utilisées. Dans l'ultrason, il y a le 50 kHz qui est vécu comme qui est interprété comme des vocalisations de plaisir. Et je ne sais pas si on peut entendre, s'il y a du son. Voilà, ça c'était un petit bruit de plaisir émis par un rat en 50 kHz. Et au contraire, le déplaisir est dans 22 kHz. Je repasse parce que je parlais. Vous entendez la différence, il y a un truc qui est beaucoup plus long et plaintif, en imaginant un peu, pour le 22, et le 50, c'est beaucoup plus construit, avec beaucoup plus de modulation. Et on s'est amusé à jouer du playback, d'ultrason, à un rat qui est tout seul dans sa cage, qui s'auto-administre la cocaïne, et on s'est dit, est-ce qu'on peut modifier sa consommation de cocaïne juste en lui jouant des vocalisations ultrasoniques d'un autre rat? Est-ce que ça suffit? Et finalement, alors, je zappe ça. Et donc, pour vous montrer, ça c'est la préférence de place induite par les vocalisations positives. Un rat écoute un playback de vocalisation positive, il montre une préférence de place. Le rat lésé ne la montre pas. Et avec le 22 kHz, c'est l'inverse, il montre une inversion de place et les rats lésés ne montrent rien. Et on voit voilà, l'effet de jouer du playback. Des vocalisations positives pendant 5 sessions consécutives. Vous voyez que chez les rats de contrôle, on a une diminution de consommation. Et en fait, quand on joue le négatif, il y a une augmentation de consommation, mais transitoire seulement lors de la première séance. Après, il y a un phénomène d'habituation. Ils se rendent compte qu'il n'y a pas de danger, qu'il ne se passe rien, et donc ils s'habituent. Par contre, le plaisir, ça dure. C'est très intéressant à discuter. Et par contre, vous voyez que les animaux lésés restent insensibles à ça. Donc on a vraiment la confirmation de cette insensibilité. Alors, ça nous pose des questions parce que, je zappe tout ça, en fait finalement, le take-home message de toutes ces études, c'est que dans mon équipe, on a depuis quelques années défendu la stratégie de stimuler à haute fréquence, donc d'appliquer cette stimulation cérébrale profonde dans l'application thérapeutique pour la dépendance et notamment la dépendance à la cocaïne. Alors, pour des résultats que je n'ai pas le temps de vous montrer aujourd'hui ici, on a la confirmation qu'effectivement ça peut être vraiment hyper intéressant et notamment chez les modèles de rats addicts, on a fait perdre le contrôle de consommation, etc., la compulsivité et tout. Mais évidemment, à la vue de tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, il y a à prendre en compte toutes les modifications que ça peut avoir sur l'affect et sur la façon de traiter les émotions et de les gérer. Et donc voilà, c'était vraiment principalement ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Et je suis prête à répondre à vos questions.